Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Birnbaum, directeur du planétarium de la Cité des Sciences, et de Sébastien Fontaine, le directeur du planétarium Ludiver dans la Manche, je vous conseille d'observer le beau rapprochement entre la Lune et Saturne le 6, puis Jupiter le 7, le très fin croissant de Lune visible au crépuscule le 13, Mars qui le même soir passe exactement entre les cornes du Taureau, les étoiles filantes Lyrides à leur maximum le 22, et Mars encore qui passe en bordure de l'amas ouvert M35 le 26. Nous aborderons l'ensemble de ces événements en n'oubliant pas le balai des satellites de Jupiter qui commence à donner de beaux spectacles dans les télescopes. Et comme chaque mois bien sûr, Sébastien Fontaine nous fera voyager dans le passé et Cyril Birnbaum nous donnera un conseil photo. Pour les coups de cœur de nos chroniqueurs, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, c'est avec votre chronique que nous démarrons chaque mois cette émission. Vous êtes un peu loin, mais votre chronique sera passionnante, j'en suis sûr. Vous penchez sur une grande ou une petite histoire de l'astronomie chaque mois, et je suis curieux ce mois-ci de découvrir ce dont vous allez nous parler. Alors, il va s'agir de plusieurs petites histoires qui ont commencé il y a longtemps et qui continuent encore aujourd'hui, puisque on va parler en quelque sorte de la place des femmes dans l'astronomie. À cette question récurrente, où sont les femmes? Et j'en parle parce que vous le savez, j'ai pris récemment de nouvelles fonctions dans le Cotentin. Et ici, eh bien, j'ai des collègues femmes, finalement, astronomes, et qui m'ont reproché de ne jamais parler des femmes lors des podcasts. Donc, je vais essayer de réparer un petit peu ce qu'elles ont pris pour être un affront. Et donc, j'ai juste listé quelques-unes de ces grandes figures féminines, voire féministes. Comme par exemple, vous connaissez tous Hevelius, peut-être un petit peu moins sa chère et tendre Élisabeth Hevelius, donc de 36 ans, la cadette du vénérable astronome. Et donc c'est elle qui va terminer le fameux catalogue d'étoiles, 1564 étoiles du catalogue Hevelius. Et donc pendant 24 ans, elle va travailler amoureusement à côté de l'astronome. Et donc c'est elle vraiment qui mettra le point final au catalogue si connu d'Hevelius. Alors un petit peu plus tard dans l'histoire, on a d'autres femmes qui vont commencer à devenir célèbres. Il faut ne pas perdre de vue que pendant très longtemps, si une femme peut s'adonner à l'astronomie, c'est souvent grâce à la présence d'un mari, d'un père, d'un frère. La plupart du temps, ces femmes ne sont que des assistantes de leurs compagnons masculins. Et donc, c'était le cas également pour Caroline Herschel, la sœur du découvreur d'Uranus qui, à son compte, a découvert 8 comètes. Et surtout, on en avait déjà parlé lors d'un précédent podcast, mais Caroline Herschel a été la première femme astronome professionnelle, donc ça se passe en Angleterre, et donc première femme membre de la Société royale d'astronomie. Voilà, donc les mœurs évoluent lentement. Et puis, plus récemment dans le temps, je ne peux pas parler des femmes sans évoquer... c'est incroyable, ce que l'on appelle le harem de Pickering. On ferait plus ça aujourd'hui. Non. Donc l'équipe de femmes voilà, qui entourait le célèbre astronome anglais. Et donc toutes ces femmes talentueuses qui ont vraiment œuvré à la classification des étoiles. C'est vraiment un travail fastidieux. On est à la fin du 19e siècle, début 20e. Et donc ces dames vont analyser environ 300 000 plaques photos. Et donc, c'est à partir de ces analyses très fines qu'on aboutit à la classification bien connue, encore en usage de nos jours, avec les fameuses lettres qui vont donner les types un petit peu des étoiles O, B, A, F, G, K, M. Je ne ferai pas l'affront de nous rappeler la phrase mnémotechnique. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Ah, voilà. Rappelez-la quand même. Pardon ? Rappelez-la quand même. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je peux. Non, les gens chercheront. Les gens chercheront, d'accord. Drôle, puisque Elle est on en peut anglais. remplacer un petit peu les lettres, voilà, par d'autres mots. Mais voilà,
un moyen mnémotechnique pour se rappeler un petit peu cet ordre de classification des étoiles. Et puis, juste pour finir un petit peu avec le groupe des astronomes de Pickering, donc plusieurs de ces dames sont devenues des astronomes vraiment connus. Je pense surtout à Henrietta Leavitt, qui, elle, va étudier vraiment les étoiles variables, s'intéresser à certaines céphides, notamment dans le petit nuage de Magellan. Et donc, c'est à partir de ces études qu'elle va découvrir, cette fameuse Henrietta Leavitt, la relation qui existe entre la période des variations d'éclat et la luminosité moyenne des étoiles. Et donc, cette fameuse relation période-luminosité, qui va jouer dès 1912 un rôle important en astronomie, puisqu'elle constitue un critère de distance pour estimer justement la distance des galaxies à partir de l'observation de ces fameuses céphéides. La liste est extrêmement longue finalement. On ne va pas s'amuser à énumérer comme ça toutes les femmes talentueuses qui ont œuvré pour l'astronomie, qui le font encore aujourd'hui. Juste un petit rappel, aujourd'hui en France, il y a à peu près 20% les astronomes sont des femmes, donc on est encore assez loin de la parité. Et si on s'intéresse un petit peu dans le monde de l'astronomie amateur, eh bien on se rend compte que ça reste encore fortement une ambiance d'hommes, mais il y a tout de même pas mal de filles, de femmes qui observent le ciel, qui s'intéressent à l'astronomie. Et pour ma part, j'ai connu ma femme comme ça sous la coupole d'un observatoire et d'un planétarium. Donc voilà, on peut faire des rencontres aussi sous les coupoles. Donc où sont les femmes ? Eh bien, elles se trouvent sous les étoiles. Ça, c'était pour répondre à mes nouvelles collègues. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Sébastien pour cette belle chronique qui, j'espère, effectivement plaira à vos collègues. Et je rappelle qu'on avait d'ailleurs publié sur le site de Ciel et Espace il y a un mois un petit article intitulé 12 pionnières en astronomie. Donc si les gens veulent découvrir un peu plus de noms de femmes qui ont œuvré à l'astronomie, pourront aller chercher sur le site de Ciel et Espace. Alors on va passer aux événements maintenant célestes de ce mois d'avril 2021. On va démarrer tout de suite notre exploration des événements, non pas avec pas avec une observation, mais 4 qui sont toutes liées. Que nous vous conseillons pour ce mois-ci. Alors tout cela se passe autour de Jupiter. Io va éclipser le satellite Europe à 40% le 4 avril, puis Callisto à 10% le 12. Europe va éclipser à son tour Io le 24 autour de Jupiter, donc ça va voir avec un instrument. L'éclipse sera presque totale cette fois-ci. Et les 4 satellites vont s'aligner tous à l'est de Jupiter le 30. Je voulais vraiment qu'on parle, Sébastien, de ces phénomènes mutuels qui sont toujours très intéressants à observer. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner les horaires précis de ces événements où les satellites de Jupiter vont danser et s'éclipser les uns les autres autour de la planète géante? Ouais, alors par exemple, le phénomène qui m'intéressait, Io et Europe, donc ça va se passer le 4 de 5h26 à 5h31 en temps universel. Donc c'est des phénomènes qui ne durent pas très longtemps. Donc il faut vraiment se fier à ces horaires et puis pourquoi pas les vérifier, j'en parlerai après. Le deuxième phénomène qui est intéressant à pointer, ça va concerner Io et Callisto le 12 avril. De 4h16 à 4h42, et puis un peu plus tard, le 24 avril, le phénomène intéressera Europe et Io, de 5h24 à 5h27. Donc vous le disiez, les phénomènes mutuels n'ont pas lieu tout le temps, donc c'est intéressant de s'y intéresser, puisque en gros ça arrive tous les 6 ans, à l'époque de l'équinoxe sur Jupiter. Tout le monde sait que c'est l'équinoxe sur Jupiter. Non, vous ne le saviez plus ? Bon. Si, bien sûr. Et donc tous les 6 ans, donc il y a une configuration un peu particulière qui va se présenter, puisque la Terre va traverser le plan de l'orbite des satellites galiléens. Et donc c'est pour cette raison que durant quelques mois, à peu près 6 mois, eh bien on a ces fameux phénomènes mutuels qui existent, donc des phénomènes d'éclipse et d'occultation qui vont se jouer entre les principaux lunes de Jupiter. Donc on parle d'occultation quand un satellite vient en masquer un autre, et puis voilà, on a le phénomène d'éclipse également qui va se produire. Alors durant la période à venir, l'IMCCE a calculé quand même 242 éclipses et occultations. Donc ça vous donne quand même le choix dans les observations, mais il faut bien noter, et vous l'évoquiez tout à l'heure, que ces occultations ou ces éclipses, la plupart du temps, ne sont que des phénomènes partiels. Alors il peut exister des phénomènes totaux, une occultation totale, une éclipse totale, et donc là c'est intéressant à observer.
puisque vous allez voir le satellite, par exemple, soit s'éteindre complètement dans le cas d'une totalité, soit avoir une luminosité qui va considérablement baisser lors du phénomène mutuel. Alors pour observer ce type de phénomène, les jumelles ne vont pas vraiment suffire pour apprécier le spectacle, si je puis dire, bien qu'aux jumelles, vous le savez, on arrive à déceler la présence des lunes galiléennes. Le mieux, c'est quand même d'avoir un télescope d'au moins 200 mm pour apprécier vraiment l'extinction et la réapparition de ces différents corps célestes. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Donc des phénomènes célestes à suivre, les phénomènes mutuels, donc ces éclipses autour de Jupiter à suivre tout au long du mois d'avril. Et vous avez dit, c'est des phénomènes qu'on pourra suivre aussi un peu plus tard. Alors on continue avec les événements du mois d'avril. Le 6 puis le 7 avril, la Lune se rapproche successivement de Saturne puis de Jupiter. Cyril, c'est à regarder à l'œil nu ou bien dans des jumelles ? Les deux, ça marche même au télescope. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est un dernier quartier de Lune, un fin croissant là. Et ce fin croissant, forcément, il faudra l'observer le matin. Donc ce sera vers 6 heures du matin. Donc il va falloir se lever un petit peu tôt. Le 6, Saturne sera au-dessus de la Lune, et le 7, Saturne sera au-dessus de Jupiter. L'éclairement, on va dire, de la Lune, c'est en gros 30% le 6 et 20% le 7. Alors pourquoi je dis c'est intéressant de l'observer à l'œil nu ? Tout simplement parce que ça va vous permettre, connaissant l'emplacement de la Lune, ça c'est facile à reconnaître, automatiquement vous allez reconnaître le 6, donc Saturne au-dessus, et le 7, Jupiter au-dessus. Donc ça c'est pas très compliqué. Regardez aux jumelles, ça va être assez amusant, comme disait Sébastien à l'instant, c'est-à-dire que Jupiter aux jumelles, vous verrez effectivement des petits points sans doute autour qui sont les satellites de Jupiter. Saturne, ça restera une petite patate, donc on verra pas grand-chose. Par contre, ce qui est sûrement plus rigolo et plus rare à observer, surtout si vous avez le courage donc de sortir le télescope à 6 heures du matin en dernier quartier de Lune, parce qu'on a l'habitude d'observer facilement un premier quartier, un fin croissant de premier quartier à la pleine Lune, mais rarement après, parce que c'est beaucoup plus tard dans la nuit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un fin croissant, vous allez avoir un cratère qui est assez joli à observer, qui est le cratère Copernic, qui est, on va dire, à 1/3 d'un bord, juste sous une mer. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup plus, c'est une mer qui est la mer Grimaldi. La mer Grimaldi, elle est sur limbe de la Lune. Elle est juste sur le bord. Et comme vous le savez, on voit pas, c'est-à-dire que on a l'habitude de dire que la Lune est synchronisée avec la Terre, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même et en même temps elle fait un tour autour de la Terre. Et donc naturellement, on aura envie de dire que la Lune nous montre la moitié, 50%. En réalité, c'est comme un canard que vous regardez de dos. Le canard, quand vous le regardez de dos, il bouge un peu la croupe. C'est-à-dire qu'il nous montre un petit peu, il roule de la croupe des fesses. Il faudrait pouvoir filmer. Oui, oui, heureusement que vous ne me filmez pas d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la libration, et vous voyez un tout petit peu plus de Lune. Et ce qui se passe, c'est que quand vous regardez donc cette mer Grimaldi, cette mer Grimaldi, comme elle est juste au bord de la Lune, tous les mois, avec la libration, quand vous l'observez, vous allez voir plus ou moins de terrain, on va dire, entre la mer et le limbe. Donc là, il y a une certaine partie, mais il faudra vous souvenir, et vous regarderez la prochaine fois, et vous en verrez soit un peu plus, soit un peu moins. Donc c'est ça ce qui est assez amusant, c'est de voir que cette Lune, elle vibre en quelque sorte, et elle vous montre des choses... Donc on voit un peu plus de 50%. Voilà. Pour s'en souvenir, est-ce qu'on peut prendre une photo d'un mois sur l'autre ? C'est facile à photographier ? Oui, c'est facile, là, surtout à 30%, c'est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'il vous faut de nouveau le même télescope que précédemment, prendre au moins un 150 ou un 200 mm, et puis vous mettre au foyer, donc pour avoir à peu près 1,50 m, 2 mètres de focale, votre appareil photo ou éventuellement un smartphone, et là vous pouvez prendre des photos régulièrement. Après, il suffit de taper, pour vous en rendre compte assez facilement sur Internet, vous tapez dernier quartier de Lune, donc, et vous regardez les images, et vous allez vous rendre compte assez facilement, en fait. Cette mer, c'est vraiment un petit truc circulaire, un grand ovale sur le côté, et vous allez bien voir une différence entre,
un écartement entre le bord du limbe et la mer plus ou moins grand en fonction des moments. Voilà. Très bien, donc le 6, le 7, il y aura la Lune, Saturne et Jupiter, et puis on peut regarder des choses un peu plus précises sur la Lune, notamment cette mer Grimaldi. On passe à l'événement du 13. Alors encore la Lune, un très fin croissant de Lune qui sera visible au crépuscule. C'est toujours très joli. Sébastien, dans quelles conditions il faut se mettre pour profiter de ce très fin croissant? Très fin quand même. Alors, il va être très fin, oui, parce que la Lune sera âgée d'un jour et demi, donc la nouvelle Lune est à moins de 48 heures. Ça veut dire qu'il faudra un horizon très, très dégagé. Il faudra chercher ce fin croissant de lune dans la clarté quand même du jour. On est quand même à une période de l'année où la nuit tombe assez tard. Faut savoir que quand le soleil va se coucher aux alentours de 21h, eh bien ce très fin croissant de lune se trouvera à environ 13 degrés de hauteur si on se place du côté de l'Île-de-France. Donc voilà, on n'a pas trop le temps d'observer puisqu'à 22h, la lune se trouvera à son tour sous l'horizon. Donc voilà, l'astuce, c'est d'avoir un horizon très très dégagé et puis effectivement de voir ce très très joli fin croissant, c'est toujours extrêmement beau. Pourquoi pas préparer une photo, peut-être que Cyril aura un truc à nous dire. Mais il y a une petite pensée, c'est que quand la lune va se coucher à son tour, eh bien le soleil lui ne sera qu'à 13 degrés sous l'horizon. Ça veut dire qu'on n'aura même pas encore atteint le crépuscule astronomique, puisque vous le savez que c'est quand le soleil atteint moins 18 degrés sous l'horizon qu'on est vraiment en nuit noire, en tout cas dans la définition des astronomes. Voilà, donc ça veut dire que quand la lune va se coucher, il fera encore relativement clair. Donc c'est vraiment dans un ciel lumineux qu'on va pouvoir observer ce fin croissant de lune. Et Cyril, alors, un ciel lumineux, fin croissant, difficile, photo quand même. Hyper dur même. On peut dire complètement difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer entre 21h15 et 22h de prendre une photo. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas espérer avoir une lumière cendrée parce qu'il ne fait pas nuit. Il fait encore bien jour. Donc là, l'idée, c'est d'être au télescope pour sortir en fait un très très fin croissant, donc qui est à 2,5%. On est 48 heures, comme l'a dit Sébastien à l'instant. Après la nouvelle lune, donc vous aurez juste une sorte de virgule sur votre pellicule, enfin sur le capteur. Donc c'est vraiment très très chaud à prendre en photo, mais c'est toujours rigolo à faire. À essayer de faire, voilà, c'est un challenge pour ceux qui auront le courage. Donc le 13. Le même soir justement, Mars passe entre les deux cornes du Taureau. Alors c'est l'occasion de vérifier que les étoiles ont bien des couleurs, puisque Alnat, qui est la plus au nord des deux étoiles de ce Taureau, est bleu, Mars est rouge. Et Aldébaran est orange. Et Aldébaran est orange. Et en dessous, donc c'est assez amusant. Donc là, on a des petits confettis de couleurs à voir ce soir-là. Facile à repérer, Mars, le Taureau. Comment on s'y prend d'ailleurs? Comment vous feriez Vas-y Sébastien. Comment on fait? Je vais au planétarium, j'écoute les commentaires de Cyril et après je sais trouver. Très bien, ok. Donc je vise quoi? Je partirai d'Orion encore. Tu peux partir d'Orion à la limite et partir sur la gauche d'Orion et tu vas tomber sur le Taureau un peu au-dessus, c'est ça? Sur le Taureau avec les Pléiades qui sont assez facilement oui, à côté, à droite, à gauche des Pléiades, on aura Aldébaran et juste au-dessus, donc on aura Mars et le Taureau. Donc effectivement, petit entraînement au planétarium, à l'Udiver ou à la Cité des Sciences qui est requis quand même pour reconnaître le Taureau. Petite histoire sur Alnat là qu'on monte aussi dans les planétariums, mais c'est une étoile vraiment qui fait frontière avec le Cocher. Donc ça, c'est assez rigolo parce que quand on regarde cette étoile, on est encore dans le Taureau, mais on est déjà un peu dans le Cocher. Donc voilà, c'est une étoile frontière. Elles sont assez rares, les étoiles à faire frontière entre différentes constellations. Donc voilà, ça permet aussi de matérialiser les frontières, les vraies délimitations des constellations dans le ciel. Là, il n'y a pas un petit pointillé qui passe entre deux étoiles. Là, cette étoile, Alnat, elle fait vraiment frontière entre Taureau et Cocher. Donc en cela, c'est une étoile qui peut être intéressante à connaître et à reconnaître. Très bien, donc l'occasion le 13 pour voir Mars justement passer dans le secteur. Alors on passe directement à l'événement du 22, ce sont les étoiles filantes Lyrides qui sont à leur maximum. Quelques étoiles filantes à guetter donc, mais pas une tempête. Cyril, on attend combien d'étoiles filantes? On attend une vingtaine d'étoiles filantes à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un essaim intéressant et même si vous habitez en ville, vous pouvez arriver à avoir la chance d'en avoir une que vous verrez soit à l'œil nu, soit en photo. Il se trouve que l'année dernière, on était confinés à ce moment-là et en plein milieu de Paris, j'ai réussi à en avoir deux en photo assez facilement, tellement elles sont brillantes.
Donc on s'attend à une vingtaine. Le souci c'est que vous avez la Lune ce soir-là. Ah oui. Donc le maximum il est autour du 22, mais vous pouvez commencer à observer à partir du 14 avril jusqu'au en gros 30 avril. Ça veut dire que vous avez une quinzaine de jours pour commencer à en voir avec ce maximum le 22. Donc ça sera plutôt en début de nuit parce que vous avez une lune gibbeuse dernier quartier qui arrivera après. Et qui éclaire tout ça, malheureusement, et qui nous masquera les bolides les plus faibles, c'est ça? C'est exactement. Le 26, enfin, Mars passe tout près de l'amas ouvert M35. Alors, M35 d'abord, Sébastien, c'est quoi? C'est un amas ouvert, qu'est-ce que c'est exactement? Et comment on va profiter de ce spectacle? Alors c'est un amas ouvert effectivement, cet amas ouvert, Mars va le croiser à peu près 1,5 degré, donc c'est pas très loin, c'est un diamètre lunaire, quelque chose comme ça. Donc vous aurez l'occasion de retrouver facilement cet amas ouvert, donc c'est un ensemble d'étoiles. Et ce fameux M35 amas ouvert, on peut le distinguer à l'œil nu. Alors, encore faut-il avoir un ciel très sombre, des yeux bien accoutumés à l'obscurité. On est alors dans la constellation des Gémeaux, et cet amas se trouve à environ un peu moins de 3000 années-lumière de nous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aux jumelles, on va commencer à remarquer la présence d'une tache floue, voire déjà légèrement ponctuée d'étoiles, mais c'est vraiment à partir d'une observation faite à la lunette de 60 mm et au-delà qu'on va se rendre compte qu'on a affaire à un amas d'étoiles. Certaines étoiles sont colorées, on en parlait précédemment. Donc on va pouvoir remarquer différentes teintes au niveau des étoiles. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans le coin, si j'ose dire, vous avez un autre amas ouvert qui ressemble un peu à un amas globulaire. C'est l'amas NGC 2158 qui se trouve pareil à peu près à 1,5 degré d'M35. Et donc là, par contre, pour observer ce deuxième amas voisin d'M35, il va falloir utiliser un télescope de 200 mm pour vraiment le distinguer. Mais bon, c'est intéressant de se dire que dans ce secteur du ciel, ce soir, on aura donc une planète et puis non pas un, mais deux amas, donc M35 et puis NGC 2158. Donc l'occasion de faire du saut de mouton de l'un à l'autre. Est-ce que, Cyril, on peut réussir à faire une photo de ce rapprochement ou pas? Ah oui, c'est assez facile. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur les soirs précédents, c'est-à-dire faire la même image tous les soirs et vous rendre compte que Mars donc est en train de se rapprocher de l'amas et est en train de passer à côté, donc à un diamètre de lune de l'amas. Donc ça, vous pouvez prendre 2 soirs avant, un soir avant, le jour même, et puis et ainsi de suite. Il y a une autre image qui est quand même sympa à faire parce que c'est toujours un amas, c'est de prendre un télescope d'1 mètre de diamètre, de mettre donc un capteur au foyer, et puis de faire des pauses d'une vingtaine de secondes, 20-30 secondes, d'en faire plusieurs, et après de faire ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est-à-dire de faire un sandwich et d'accumuler en fait. Mais alors 1 mètre de diamètre, là, il va falloir. Non, pardon, pas 1 mètre de diamètre, excusez-moi. 1 mètre de focale. Ah d'accord, d'accord, j'ai eu peur. Parce que prendre un télescope d'1 mètre de diamètre, oui, là, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais alors 1 mètre de diamètre, là, ça commence à être dur parce que vous allez carrément avoir soit Mars, soit quelques étoiles. Pas les deux à la fois. Pas les deux à la fois, là. Ouais. Très bien. Bah écoutez, donc on essaiera de faire cette observation le 26 avril. Cyril, c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois d'avril, vous allez nous parler de satellites, c'est ça? Oui, de nouveau, on rebondit sur le début de l'émission, c'est-à-dire que les phénomènes mutuels des satellites de Jupiter, donc tous les 6 ans, c'est le moment de filmer le phénomène, de filmer. Alors, vous pouvez vous faire la main au début sur tout simplement le passage de l'ombre d'un des satellites sur la planète, par exemple. Io passe assez régulièrement, on voit donc cette ombre qui se déplace sur les stries de Jupiter. Pour avoir les horaires, là, le plus simple, c'est de télécharger une application sur votre smartphone. Donc il y en a plusieurs, il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle Gas Giant et qui vous permet en fait d'avoir les
les heures de passage de ces ombres sur la planète. Ensuite, comme disait Sébastien en début d'émission, vous avez le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, donc qui vous permet en fait de connaître aussi les horaires précis des passages des satellites les uns devant les autres, donc ces phénomènes mutuels. L'IMCCE, parce que pour chercher sur Internet, il va falloir taper imcce.fr, ça doit être quelque chose comme ça. Ça sera plus rapide. Et donc ce que je propose, c'est d'avoir, enfin si vous avez un télescope qui fait 20 cm de diamètre, donc type Schmidt-Cassegrain, vous installez votre caméra, votre appareil photographique, ou même pourquoi pas un smartphone, maintenant ça se fait aussi au smartphone, vous mettez en mode vidéo, et puis quelques minutes avant le mouvement du phénomène, vous commencez à filmer. Et donc vous allez avoir la séquence. Alors là je suis allé un peu vite parce qu'il y a quand même des petites astuces, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre soit la luminosité des satellites, soit la luminosité de la planète, parce que il y en a une qui on peut pas tout avoir, voilà, où il faut être vraiment très très fort. Donc là vous allez jouer en fait, vous allez bloquer une vitesse d'obturation, donc qui en général est du 30e ou 50e on va dire, voilà, au maximum, et vous allez monter en sensibilité juste en vous montant en mode manuel et en jouant sur la sensibilité de l'appareil. Ça va vous permettre en fait de doser, c'est-à-dire que soit vous choisirez d'avoir les stries sur Jupiter, soit vous choisirez d'avoir les satellites à l'extérieur. Et vous verrez bien donc les phénomènes, enfin une éclipse d'un des satellites. Ce qui est important aussi, alors on vous l'a pas précisé, c'est que sur votre appareil photo, ça vaut le coup de vous mettre en temps universel tant qu'à faire. C'est-à-dire que d'avoir une heure de référence qui vous permettra de vérifier que le phénomène a bien eu lieu au bon moment comme prévu. Et puis en plus ça évite de se tromper en général, voilà. Et donc, si c'était pas le cas, là ce serait donc si c'est pas le cas, vous allez sur le site et vous les prévenez, très très vite. Mais logiquement ils vont s'en rendre compte au même moment là. Il y a une campagne d'observation qui est en train de démarrer. Très bien, écoutez, nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, je le dis à chaque fois, ça peut être à peu près ce que vous voulez, du moment que ça parle d'astronomie. Vous avez carte blanche. Sébastien, sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci ? Alors sur des petites jumelles qu'on appelle œil de hibou. Alors ce sont des jumelles dont j'avais déjà parlé il y a longtemps et j'avais pas été très sympathique avec elles parce que j'avais été un petit peu déçu des performances de ce type d'engin. Donc il s'agit de paires de jumelles qui ne vont pas grossir du tout, hein. C'est un grossissement de 2 fois, mais l'intérêt c'est d'être extrêmement lumineuse, hein. On a une ouverture de 42 mm sur le modèle que j'avais eu l'occasion d'essayer. Et donc la promesse, c'est quand on observe le ciel avec ces jumelles, c'est d'en avoir plein les mirettes, c'est-à-dire d'avoir un ciel extrêmement lumineux, de voir des étoiles qu'on ne verrait pas à l'œil nu, et puis surtout d'amplifier l'éclat des autres étoiles. Et vous avez un ciel limite surréaliste, hein. Je suis pas adepte des drogues, mais peut-être qu'en prenant certaines substances, on pourra avoir ce type de ciel au-dessus de la tête. Donc nul besoin de prendre ce genre de choses. Vous prenez ces petites jumelles, donc œil de hibou, et j'avais été déçu il y a quelques années. Parce que je pense que je les avais testés sous un ciel qui n'était pas très sombre et je voyais pas trop l'intérêt, le gain finalement de luminosité. Je pense que j'augmentais la luminosité de la pollution lumineuse également et donc j'avais pas été bluffé. Et récemment, il y a quelques jours, pour être tout à fait honnête, j'ai réessayé dans le Cotentin. Pour une fois, il a fait très très beau le soir. Le ciel était extrêmement sombre. J'ai repris ces petites jumelles œil de hibou et là vraiment, j'ai vu un ciel comme si j'étais, à bord d'un vaisseau de la guerre des étoiles en regardant au travers le hublot et j'observais comme ça des milliers d'étoiles. J'étais complètement paumé et donc c'était assez fabuleux. Donc voilà, je vous invite à tester ce type de petites jumelles. Les prix varient entre 200 € et 400 €, mais je pense que les clubs d'astro peuvent en disposer. Donc voilà, c'est vraiment à tester. Donc des petites jumelles dites œil de hibou. Très bien, merci Sébastien. Il y en a retenu qu'il faut les utiliser dans le Cotentin en particulier. Quand il fait beau. Exactement. Alors Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci ? Alors ça fait bientôt 1 an qu'on est un petit peu confiné, enfermé, donc forcément j'ai envie de voyage. Envie de voyage et peut-être même vous, si je vous posais la question, David, où aimeriez-vous partir là tout de suite, vous me diriez ? Là tout de suite, en Namibie. C'est joli la Namibie. Je me souviens d'un voyage avec l'AFA en Namibie qui était extraordinaire. On est allé voir 2 comètes qui passaient dans le ciel. Et voilà, j'aimerais bien y retourner. Et Sébastien ?
Je retournerai bien dans l'Atacama, mais avec la famille cette fois-ci, voilà, pour leur faire découvrir le ciel et puis le plaisir de voyager, de partir en exploration. Alors, c'est exactement pareil pour moi, c'est-à-dire que c'est aussi en famille, et c'est de se dire que tous les trois, il nous est arrivé d'accompagner des voyages au bout du monde, et souvent on n'a pas pris le temps de rester et de se poser en fait. Donc là, on a exactement le même raisonnement tous les trois. C'est de repartir en famille et de souffler, de trouver un endroit qui a été sympa où on n'est pas resté assez longtemps et de souffler. Et non, moi c'est Quito. Il se trouve qu'en 2003, j'ai été associé à une mission de Bruno Sicardi pour aller observer une occultation, et on a dû rester une semaine sur Quito ou dans la région, donc en Équateur. Et je pense que j'ai raté des choses. Alors j'ai raté plusieurs choses. Donc on a vécu pendant 4-5 jours dans l'observatoire de Quito, donc ça c'est assez incroyable. L'observatoire de Quito, faut imaginer un observatoire où on aurait l'impression d'être dans des pots de yaourt. C'est-à-dire que la coupole, c'est pas du tout une demi-sphère, c'est un cylindre, c'est vraiment votre yaourt directement qui tourne sur lui-même. Il a été construit en 1873. Il y a une lunette de 24 cm dans laquelle on avait eu la chance d'observer, qui est assez incroyable. Donc on est en laiton, en cuivre, enfin c'est une vieille lunette. Et puis surtout, il y a un musée tout autour. Il y a un musée dedans, et ce musée, si je vous dis Équateur, Quito, en gros début du XVIIIe siècle, vous allez me raconter la contamine, la mesure de l'arc du méridien terrestre. Et là, vous retrouvez les instruments qui ont servi à mesurer ce méridien. Donc il y a déjà cette partie historique. On retrouve des astrolabes, des sextants, des quardants, des octants, enfin à peu près tout. Il y a même une lunette méridienne avec le siège de l'astronome, où on voit l'astronome qui est complètement, qui s'installait et qui attendait qu'on lui pointe donc les objets qui passaient par ce méridien. À côté de ça, il y a un monument incroyable aussi, qui est le monument qui marque l'équateur, qui s'appelle la mitad del mundo, donc le milieu du monde. Et lui, si vous sortez votre GPS, il est au bon endroit. Contrairement, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quasiment un an, je vous racontais Greenwich, et quand on sort le GPS à Greenwich, il n'est pas au bon endroit, il est un petit peu décalé. Là, il est vraiment à 0,0, il n'y a pas de problème. Vous vérifiez tous les points cardinaux, c'est ça ? Exprès, oui. Tropique du Capricorne, je l'ai fait aussi, je vérifie tout à chaque fois. C'est très important d'être sûr. Voilà. Et l'Observatoire de Paris, ça marche très très bien, il est au bon endroit, dans la salle Cassini, ça marche très très bien. C'est rassurant. Et puis associé à ça, il y a un livre, et c'est aussi pour ça que je vous parle de ce voyage, c'est que je l'ai retrouvé en rangeant chez moi. C'est un livre qui s'appelle Le Procès des étoiles, aux éditions Payot, de Florence Tristan, et qui raconte en fait cette épopée de ces 3 astronomes dépêchés par donc l'Observatoire français, donc en 1735, et qui vont mesurer donc c'est en gros c'est un peu plus de 300 kilomètres de méridien. Et parallèlement à ça, on avait eu une expédition qui était partie en Laponie pour faire la même mesure, ce qui a montré donc que le globe était enflé au niveau de l'équateur. Donc voilà, moi je partirais bien là-bas. Il y a la mer, la montagne et des choses passionnantes à voir. Que demande d'être plus. Donc pour l'Observatoire de Quito, pour le coup de cœur de Cyril Birnbaum, et pour ceux qui ne peuvent pas partir à Quito tout de suite, on a retenu qu'il fallait lire Le Procès des étoiles. Alors, juste une petite parole, Le Procès des étoiles, c'est vraiment fabuleux. On voyage avec ce livre, et rien que la lecture de la préface écrite par Haroun Tazieff, ça vaut le coup. Donc, vous commencez par la préface, et le reste, vous allez le dévorer. T'as bien fait de ranger ta chambre, Cyril. Je l'ai ressorti surtout parce que je m'en souviens plus complètement, donc je suis en train je le redémarre là. Ah écoute, je vais faire pareil, je crois. Très bien, alors double conseil pour Le Procès des étoiles en cette fin d'émission. Écoutez, merci beaucoup messieurs, les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci pour vos conseils d'observation, merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Si elle vous a plu, songez à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Songez aussi à vous abonner à Ciel et Espace. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain.